Merci pour votre invitation, M. Mab, Marc-Henri, tous les amis qui sont dans ce lieu. J'en parle parce que, comme vous venez de le dire, c'est pas la première fois que je viens. Et je dirais que vous m'apportez beaucoup, peut-être même de vous en plus. Donc aujourd'hui, je suis parmi vous dans une situation un peu paradoxale parce que, tout simplement, c'est celle de l'enseignement. C'est-à-dire que c'est vous qui allez m'enseigner des choses que j'ignore quant aux ondies, et surtout quant aux tests. Parce qu'il me manque, j'aurais pu j'aurais pu faire des recherches, mais je suis un peu dépourvu d'informations préliminaires. Par exemple, d'où viennent ces photos du test, à quelle date elles ont été prises, combien y en avait-il au départ, est-ce qu'il y a eu une sélection, combien ont été gardés, bon, voilà. Mais la commande, c'était visage, c'est comme ça que j'ai intitulé mon intervention, visage au pluriel, et une question, je ne sais pas si je vais y répondre, mais une question, les photos du test de Zondi sont-elles réellement des visages? Alors, les deux choses que je sais à propos de ces photos, c'est premièrement que la personne testée, patient, personne qui passe, doit en élire deux, et en écarter deux, sans prendre le temps de la réflexion, et en mobilisant, si c'est possible, uniquement ses sympathies et ses antipathies. La deuxième chose dont je suis à peu près sûr, c'est que les visages qui apparaissent sur chacune de ces photos sont des visages de personnes en crise sur lesquels ont été portés des diagnostics identifiés comme troubles psychiques codés dans le tableau de Zondi. Je sais aussi, mais je le sais de manière livresque et allusive, que chacune de ces photos contient, alors je mets des guillemets à contient, il faut interroger ce terme, je pense, contient la généalogie familiale de chacune des personnes photographiées. Alors pour complexifier les choses, je remercie Robert Mab de m'avoir communiqué par mail des photos. Maintenant on trouve sur Internet des sites où il y a des visages qui sont entièrement fabriqués, à partir des morceaux de front, de menton, etc. Ça m'a interpellé parce qu'un visage, normalement, c'est unique. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as foutu encore? Fais pas ce visage-là. Bon, Il n'y en a aucun qui te ressemble. Mais je ne comprends pas. Oui. Ben, c'est-à-dire que dans les journaux belges, flamands, Oui, il y a eu un article oui. qui parlait d'intelligence artificielle voilà. et qui permettait maintenant de composer des visages à partir de milliers de photos, de vrais visages, mais on recomposait des visages artificiels, c'est-à-dire pas de personnes existantes. Et Donc, ça sert pour les publicités. Pour les publicités, comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnu dans la liste, pas un mannequin. Ça sert à ça. Ça sert à pas payer, quoi. Ça sert à pas payer un mannequin, voilà, et d'avoir un visage qui est crédible, qui effectivement, moi j'ai vu aussi ces photos, et effectivement, ouais. Et j'ai pensé aux Zondi. Je vais demander qu'on parle un peu plus fort. Parce que Oui, pardon, je sais que j'ai une voix qui ne parle pas très fort. Mais il n'y a pas que vous. Ah d'accord. Bon, alors, cette introduction me permet de dire que j'ai beaucoup à apprendre de vous quant au contexte, quant au projet de Zondi, mais aussi, peut-être surtout, quant à la passation et à l'utilisation du test lui-même. Pour autant, je voudrais vous faire part de quelques réflexions qui me viennent, non pas seulement aujourd'hui, mais à chaque fois que je perçois ou que je reçois ces photographies. Ces réflexions que je vous soumets sont de deux ordres. Elles sont d'ordre éthique et d'ordre esthétique. Elles se rejoignent, mais elles s'entrelimitent dans un réseau de questions qui me renvoient à deux pôles philosophiques, puisque
champ de travail, philosophie, 2 pôles philosophiques qui sont Emmanuel Levinas d'un côté et Henri Maldinet de l'autre. Pour le premier de ces noms, Emmanuel Levinas, il est évident pour tout le monde que si nous, autour du visage, autour de la notion, de la métaphore du visage, une bonne partie de ces questions. Quant à Maldinet, qui lui connaissait bien les travaux de Levinas et connaissait aussi très bien tout ce qui concerne les ondies et Scott évidemment, eh bien Maldinet, lui, je crois que j'ai à peu près tout lu, sauf ce qui est encore en cours de traitement, mais bon, il ne parle jamais, à ma connaissance, des photos en elles-mêmes. Si tu as un tête là-dessus, tu me dis. Les photos de Zondi, tu parles? Oui. Mais en même temps, alors, il y a d'une part, il y a les photos de Zondi, et d'autre part, j'en parle un peu plus loin, tant pis, l'art de la photographie n'intéressait pas, à ma connaissance, bien la peinture, la photo, la vidéo, donc sûrement pas. Voilà, bon. Alors, aujourd'hui, je sais pas, on distingue, disons, dans le milieu académique, les arts plastiques, peinture, sculpture, etc., et les arts visuels, photo, cinéma, vidéo. Au point même que dans certaines universités, on tend à substituer les arts visuels aux arts plastiques. On intègre la peinture dans les arts visuels. Je ne peux pas rentrer dans une querelle académique, mais ça me paraît un peu bizarre. Ça aussi. Hein? Ça aussi. Ça aussi, oui. C'est vrai. Ah, Si, non, il ne non. reste plus que Ouais. suspendre. Non, mais bon. Alors, je ne sais pas si ça fait l'unanimité, mais. en On tout fait cas, des c'est visages pas- avec des allégories, avec des trucs algèbres. On sacrifie la peinture au visuel. Ah là 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 là. Ah, Je vous rappelle que Starobinski est mort avant-hier. Exactement. Mais ça, dans le truc artificiel, il ne doit pas avoir sa place. Et tu sais que. L'homme du visage aussi, de la vue, le point de vue. Mais bien sûr. Bon, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais vous savez qu'en France, on a, ça y est, c'est fait, intégrer toutes les universités, lettres, sciences, etc., droit, dans une seule entité. Ainsi, par exemple, la faculté des lettres devient université des sciences humaines et sociales. La littérature et la philosophie n'apparaissent plus. Voilà, je ne suis pas venu pour désespérer. Mais bon, on en est là. Voilà. Mettez votre chemise jaune. Voilà, bon. On s'en fout. Alors, donc, évidemment, si jamais on exhume un texte de Maldinet qui parle de la photographie, évidemment, Ouais. je serai attentif. Ouais. Alors, par ailleurs, Maldinet, que j'ai un peu fréquenté à la fin des années 60, était quelqu'un qui utilisait des diapositives, donc des photographies, mais c'était sûrement des supports sur lesquels il y avait des tableaux d'art moderne, Cézanne, Renoir, etc., qu'il projetait à ses étudiants, dont j'étais, mais aussi à des patients hospitalisés, que ce soit chez Roland Kuhn à Münsterlingen ou à l'hôpital du Vinatier à Lyon. Je signale, je ne sais pas si vous avez connaissance du dernier numéro de la revue L'Ouvert, le 8. numéro 11, À 11, oui. qui vient de sortir, qui est consacré, il y a une longue conférence de Maldinet sur l'art-thérapie, justement. Ouais. Elle est très intéressante. Il n'est pas simple, hein. Non, mais il a C'est essayé- l'ornemental, là, moi je. Ouais. Bon. Ouais. Voilà, donc, pardon. Il faut que je le relise, cette Oui, bah, bien c'est sûr, l'ornemental. Donc l'intérêt de Maldinet pour l'art-thérapie passait forcément, je pense, par une réflexion sur le support technique, son statut et son usage. Bon, question de côté. Quoi qu'il en soit, les photos, je parle des photos du test, sont là et elles nous interrogent. Sont-elles, ma question, réellement des visages? Alors, je dis réellement, de quelle réalité sont-elles les manifestations? Réalité visible et réalité invisible. Réalité expressive quand on parle d'un visage.
Il y a donc à mener une analyse du pathique et de l'expression. Et toute cette dialectique du manifeste, l'expression du trouble, et du latent, par exemple le contenu généalogique et l'histoire du sujet anonyme dont on nous présente la photo, retenu comme exemplification d'un trouble ou d'une situation psychique. On retrouve donc, d'une certaine manière, quelque chose comme un en tant que. Disons que cette photo, ce visage est pris en tant que manifestation d'une épilepsie, etc. Dialectique du voir et du savoir, appréhendée dans ce qu'on appelle un instantané, dont il faudrait déplier toutes les ressources. Mais la question à l'arrière-plan est celle que Maldinet n'a jamais cessé de reprendre, et de le reprendre de Zondi et à Zondi, la question du choix et de la pathographie du choix. Mais je voudrais seulement me limiter aujourd'hui à la question du visage. Je pars par exemple dans Art et existence de Maldinet, page 30, on peut lire ceci. Voir un tableau, c'est s'envisager à lui. Voir un tableau, c'est s'envisager à lui. Dans les photos du test de Zondi, sommes-nous réellement de visage à visage? Sommes-nous dans l'en-face, ou dans ce que Maldinet appelle parfois le en vitrine, pour traduire le Vorhanden, la Vorhandenheit de Heidegger? Suis-je devant ou suis-je avec? Le regard que je porte sur ces photos relève-t-il encore d'une logique des yeux, selon les mots de Cézanne, ou ne faut-il pas entrer dans un dispositif théorique? Ce savoir qui préside au test est indissolublement un voir, au sens grec, théoria, signifie vision, voir, savoir, donc un voir et un savoir. Ce n'est pas, première hypothèse, ce n'est sûrement pas un voir thématisé comme un voir comme, c'est-à-dire percevoir ce visage comme exemplaire de l'hystérie, de la dépression, etc. Autrement dit, le quoi de l'appareil, la photo de quelqu'un, est-il distinct du comment de l'apparition? Samedi dernier, j'ai eu une discussion avec Joël Bouderly, qui a vécu plusieurs années au Japon, et qui me disait avoir fait passer le Zondi à des Japonais, et le Zondi étant des personnages, des patients européens. Et que pour lui, il n'y avait aucun souci à se faire. Si on faisait un Zondi japonais, ça ne marcherait pas. Ça marche parce que ce sont ces visages-là. Je lui laisse son avis. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, je prendrai le parti de traiter d'abord le visage comme visage au sens de Lévinas, donc sa réalité éthique, et ce rappel servira ensuite à rapprocher éthique et esthétique, c'est-à-dire rapprocher Lévinas de Maldinet, car si Maldinet est un philosophe qui a renouvelé et comment notre regard sur l'œuvre d'art, il ne manquait pas de rappeler sa dette et son estime pour les analyses phénoménologiques de Lévinas. Mais, à mon tour, je ne manquerai pas d'interroger le travail d'André Calos, ce sculpteur dont j'ai appris l'existence dans le numéro 42 de la revue L'Institution, le premier numéro consacré à Jacques Spott, et qui contient aussi des réflexions de Marc sur ce travail plastique. On aura l'occasion d'en parler. Je dirais peut-être des bêtises, hein, mais bon. Mais moi j'en ai fait plein de bêtises cet après-midi-là, c'était comme ça avec lui. Ah, bon. Ouais. Tu sais, quand c'est écrit, hein. Oh non. Ça prend tout de suite. Oui, écrit, ça c'est marque. signé Marcelot, quand même. Je m'en fiche. C'est pas ça qui m'angoisse. Bon, d'accord. Non, pas du tout. Alors, je conclurai sur un texte que je ne pouvais pas connaître quand j'ai commencé à travailler, parce que c'est tiré du numéro hors série de Philosophie Magazine du mois de février, le mois dernier, consacré à Lévinas,
avec un article très intéressant d'un entretien avec Luc Dardenne sur la place de Lévinas dans son itinéraire, et une réflexion sur le visage, et notamment le visage filmé. Je ne m'attarderai pas, mais bon, ça mérite d'être versé au dossier. Bon, pour parler de Lévinas, bon, je ferai quelques rappels. J'ai relu quelques passages de Totalité infinie, qui est un ouvrage qui date de 1961, parce qu'on parle beaucoup du visage, mais enfin, il faut quand même retourner au texte, on va savoir de quoi on parle. C'est mieux. Et j'en ai retiré un certain nombre d'enseignements. Le visage ne se donne pas d'abord comme une image, voire une icône, et il y a un article de Lévinas de 1948 qui s'appelle « La réalité et son nom », qui était paru dans les temps modernes. L'article avait choqué Merleau-Ponty, qui se fonde d'une petite préface en disant « On n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est quelqu'un d'important, donc on le publie ». Et je comprends pourquoi, c'est parce que Lévinas, il déploie une défiance à l'égard de la peinture et de la sculpture, une défiance quant à l'esthétique elle-même. Bon, mais j'en parle pas tout de suite, j'en parlerai après. Bon, le visage, ce n'est pas l'apparition miraculeuse de la sainte face, contrairement à ce que laissent par certaines lectures. Simplement, quand Lévinas parle d'épiphanie du visage, épiphanie estai, c'est le visage qui apparaît au-dessus du corps. Bien sûr, je perçois, le corps d'autrui, sa silhouette, sa démarche, sa posture. Je perçois d'autres parties du corps aussi. Mais cette perception est bien autre chose qu'une investigation anatomique. Vous voyez l'expression en français, bien par déshabiller du regard. Déshabiller du regard est une expression qui dit bien comment le regard peut prendre possession du corps et le détacher partes, extra partes, à la limite de la pornographie. De la publicité tout à l'heure, ça en fait partie. Mais avec Lévinas s'opère un renversement, une inversion de ce regard. Le visage ne se contente pas d'apparaître au-dessus du corps, épiphanie, il domine le corps sans le commander, au sens où on dit qu'une maison domine la vallée. Le visage, il domine le corps sans le commander, mais moi, le vis-à-vis du visage, il me commande sans me dominer. C'est-à-dire que le commandement, vous savez, éthique, qui est lié à l'apparition du visage, c'est « tu ne tueras pas ». Mais ce commandement n'est pas l'analogue d'un commandement militaire, ce n'est pas quelque chose qui exprime une domination, c'est quelque chose qui exprime une sollicitation, ce n'est pas la même chose. C'est un commandement éthique donné sans médiation dans la nudité du visage. Nudité non seulement non érotique bien sûr, mais vulnérable. Le visage exprime une réalité éthique. À vrai dire, la première de toutes. Le visage d'autrui n'est pas l'inscription d'un commandement divin ou d'un article de la loi, comme on peut voir chez Kafka, par exemple, des articles de loi gravés, tatoués à même la peau du détenu. Mais le visage est bien au contraire une demande. Je cite Lévinas dans Totalité infinie. Son épiphanie éthique consiste à solliciter une réponse. Solliciter. Cette formule est sans doute la plus fine que l'on puisse donner. Oui. Visage sollicitant. Donc en dialogue avec moi. Mais ce n'est pas une pure et simple situation de communication sociale au sens où on entend aujourd'hui dans la vie de tous les jours, la vie laborieuse, la vie active, qui est, comme vous le savez, la vie sociale, saturée de communication. Car la sollicitation n'a pas de code, mais elle m'oblige. Et sans cette dimension incarnée dans la nudité du visage, eh bien, on y retrouve les codes sociaux, les codes de politesse, la civilité, la décence ordinaire, etc.,
qui, dans la vie de tous les jours, ne sont bientôt plus que des rituels et des habitudes. Raison pour laquelle Lévinas, qui était attaché à tout ça, c'est-à-dire la politesse, la civilité, la décence ouvrière, etc., mais son travail consistait à ramener ces rituels et ces codes à leur source. La sollicitation. La sollicitation ne peut avoir l'étoffe d'un commandement éthique que si elle émane du visage en tant qu'il apparaît au-dessus du corps, c'est-à-dire dans une dimension de hauteur. La notion de hauteur chez Lévinas est très importante. Un de ses premiers articles s'appelait Transcendance et hauteur, qui peut avoir une traduction plastique. Par exemple, tout à l'heure je vous montrerai une photo de la marquise de la Solana, on parle mal dîner, etc. Donc la hauteur. Et Lévinas bâtit sur cette dénivellation et sur cette épiphanie toute sa méditation philosophique de l'éthique. Il n'y a relation éthique d'autrui à moi et de moi à autrui que si autrui est plus haut que moi. L'éthique, au sens de Lévinas, puisque d'autres, mais l'éthique au sens de Lévinas est donc asymétrique. Elle ne procède ni d'un catéchisme, ni d'une déclaration des droits, même si toute la littérature et le droit, et certains rituels religieux, ne parlent que de cela. Une fois établi dans la sphère de mon obligation envers lui, le visage n'en est pas pour autant désincarné. Et Lévinas a montré, à travers un commentaire d'un passage de Vie et Destin de Vassili Grossman, roman russe qui est le guerre épais du XXe siècle, se déroule pendant tout le siège de Stalingrad. Et il y a une scène où un membre du Parti communiste russe est emprisonné et torturé par la GPU dans la prison sinistre de la Lubyanka, Moscou. Bien entendu, les familles ne sont pas au courant de ce qui se passe, mais tous les jours, il y a une queue qui se forme avec les parents, les femmes, les enfants, etc. Et dit Grossman, ce que chacun dans la queue voit de l'autre, c'est sa nuque, puisqu'il est derrière. Et Lévinas dit, dans ce cas-là, la nuque, c'est l'équivalent du visage. C'est ça que j'appelle, si vous voulez, quelque sorte, le visage délègue et diffuse à toute autre partie du corps son autorité expressive. Et Lévinas dit, ça peut être une main, ça peut être la courbure d'une épaule, tous ces mots, toutes ces parties, si je puis dire, mais le mot est mauvais, peuvent exprimer la même chose que le visage. Donc, la réalité éthique ne veut pas dire présence désincarnée ou visage sans corps, ou expression sans visage. Bon, par exemple, une expression sans visage, c'est dans Alice de Lewis Carroll, le sourire sans chat. Vous savez, Alice se promène dans une forêt, et la forêt du chat, et dans un arbre, il y a un chat qui lui sourit. Alors, il dit bonjour au chat, il y a un petit dialogue. Et puis tout d'un coup, le chat disparaît, mais il y a le sourire qui flotte en l'air comme ça. Et Alice dit, j'avais déjà vu un chat sans sourire, mais un sourire sans chat, ça, je n'avais jamais vu. Ça, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et une deuxième chose m'est venue à l'esprit, c'est ce que Jean Houry appelle le point de rassemblement. C'est notamment dans le séminaire réédité récemment, les symptômes primaires de la schizophrénie, où il parle il emploie cette expression point de rassemblement, qui la nuque, c'est un point de rassemblement. Voilà. Alors, Lévinas fait le lien entre cette réalité éthique à la limite du sensible et l'image qui reproduit le visage. Alors, ça peut être une image que je m'en fais, dans mon souvenir, sur une photo, dans un album de famille, ou dans un portrait peint, comme dans les films anglais du XIXe siècle, l'escalier de la galerie.
Lévinas, il est important de déformaliser le visage. C'est-à-dire, littéralement, là je prends le mot déformaliser au sens littéral, oublier sa forme. Je cite Lévinas, le visage dans cette épiphanie ne resplendit pas comme une forme revêtant un contenu, comme une image, mais comme la nudité du principe derrière lequel il n'y a plus rien. La citation. S'affranchir de la plastique, comme dit Lévinas, c'est, je cite, saillir incessamment hors de son image plastique. Saillir incessamment hors de son image plastique. Fin de citation. Cette dérobade, cet affranchissement, semble vouer l'esthétique du portrait à un rejet au profit de l'éthique. Par Lévinas, évidemment, au profit de l'éthique. Et c'est en effet une des directions que prend parfois la recherche de Lévinas. Mais, positivement, avant toute représentation picturale, parce que ce qui déplaît à Lévinas, c'est la représentation. La représentation faisant oublier la présence, donc pour lui c'est choquant, on est avant toute représentation picturale, avant tout souci esthétique, il est important de montrer que le visage est sans cesse débordé par ses expressions. Déborder sa forme et ses contours est même le propre du visage, par opposition par exemple au masque. Et à la limite, bien sûr, au masque mortuaire. Le visage est indissociable de l'expression, même quand il n'en donne à voir qu'une seule. Pour exemple, Buster Keaton. Buster Keaton, dans ses films muets, je rappelle, a toujours la même expression partout. Quelles que soient les circonstances, c'est de là que naît le comique, que naît le rire. Quand il est amoureux, quand il se trouve au milieu d'une tempête, d'un naufrage, ou d'une poursuite par une meute de policiers, de femmes, je pense par exemple, très beau film Fiancés en folie. Bref, il y a toujours la même tête. L'expression impassible de Buster Keaton suscite le rire par le contraste avec le monde qui s'écroule autour de lui, littéralement. Mais, comme vous le savez, Buster Keaton appartient justement au cinéma muet, ou burlesque sans parole, même si les films sont troués par des cartons insérés entre les plans pour donner 2 répliques et une indication. Je cite Lévinas, je ne parle pas de Buster Keaton. L'apparition est une forme figée dont quelqu'un s'est déjà retiré. L'apparition est une forme figée dont quelqu'un s'est déjà retiré. Ce qui m'amène à dire que le visage est indissociable de la parole. Même si la parole n'est pas synchrone avec l'apparition, même si la sollicitation est muette. Je cite encore Lévinas, la vision du visage ne se sépare pas de cette offre qu'est le langage. Voir le visage, c'est parler du monde. Fin de citation. Mais il ne faut pas voir là, je pense, une assistance de la parole au visage, un appui des mots en faveur de l'apparition du visage. Un voir avec un entendre, par exemple. Non, dit Lévinas, je cite, la parole se refuse à la vision. La parole se refuse à la vision. Le problème du visage, c'est la vision de celui à qui il s'offre dans sa nudité et sa vulnérabilité. Le visage se refuse à la possession, il se refuse à mes pouvoirs, dit Lévinas. Il est présent dans son refus d'être contenu dans un contour, dans une forme, mais aussi contenu dans le regard que moi je porte sur lui et que j'emporte dans mon souvenir, ou que je prétends détenir dans mon souvenir, c'est-à-dire dans ma propre représentation. Le visage est toujours rapporté par Lévinas à l'extériorité. Son premier grand livre majeur, Totalité infinie, s'appelle justement Essai sur l'extériorité. Le visage n'a pas l'extériorité d'une chose. Les choses n'ont pas de visage. S'il y a une extériorité, c'est-à-dire si je n'englobe pas dans mon souvenir, dans son évocation, eh bien,
c'est une extériorité qui n'en appelle pas au pouvoir de la perception. Le visage ne dépend de rien d'autre que de lui-même. Et Lévinas a cette formule qui, pour la première fois, a été utilisée par Henri Faucillon dans la vie des formes et qui a été reprise ensuite par Malguinet. Lévinas dit à peu près ceci: le visage se signifie. Le visage se signifie. Un visage n'a besoin de rien d'autre que de son apparition. Aucune forme ne s'y ajoute, aucun point, aucun quoi ne lui est adressé ou attribué. Mais il me regarde. Je cite Lévinas: le signifiant surgissant à la pointe de son cil, comme des yeux qui vous regardent. Le signifiant surgissant à la pointe de son cil, comme des yeux qui vous regardent. Le visage, enfin, est accueilli dans le face-à-face, sans médiation. C'est immédiat veut dire sans médiation, Lévinas le distingue du contact. Alors, vous comprenez bien, contact. Je ne pense pas, a priori, que Lévinas pensait à Zombie en écrivant ce mot, en 61, je ne pense pas, mais bon, c'est intéressant de voir, de faire rapprochement. Le contact, pour Lévinas, c'est déjà une thématisation. Par exemple, l'étranger vient de tel pays. Son horizon, d'Afrique par exemple, n'est pas le mien. Mais mon vis-à-vis, il emporte avec lui. Il emporte avec lui son arrière-pays, pour parler comme Yves Bonnefoy et comme Houry. Par rapport à nos appartenances, Lévinas opère une réduction des horizons pour ne retenir que la pure épiphène. Je cite: le visage s'est tourné vers moi, et c'est cela sa nudité même. Il est par lui et non par référence à un système. Il est par lui et non par référence à un système. Autrement dit, accueillir l'étranger, un migrant par exemple aujourd'hui, n'équivaut pas à le rapporter à ses coordonnées culturelles, même s'il écoute son douloureux récit d'exil, m'importe, à moi. Mais il ne m'importe pas pour savoir. Que savons-nous? J'en viens maintenant à ces généralités. Que savons-nous des visages saisis sur les photos du Zombie? A priori rien. Rien ne se signale quant à leur horizon, leur appartenance, leur langue. Ils pourraient, dans la vie ordinaire, être à côté de moi, dans le métro, dans la rue, etc. Or, Lévinas dit que le vis-à-vis n'est pas une modification de l'à côté d'eux. Autrement dit, ces personnes que je vois très fugitivement, on me demande seulement d'en retenir ou d'en écarter des aspects pathiques, sympathie, antipathie. Le dispositif de passation du test, proprement dit, semble neutraliser, réduire au sens husserlien du terme. Et cette réduction ne laisse devant moi que des images sélectionnées, ce ne sont pas mes voisins, mes inconnus, visages sélectionnés, sans l'appui de leurs paroles, et dont la consigne semble exclure la dimension de sollicitation et d'obligation. Reste donc le face-à-face. Quelle part de lui en moi vais-je garder ou rejeter? Je sais que mon choix, pour Zondi, est une partie de mon destin. Mais le choix, ou le rejet, dont la consigne ne me demande pas de la motiver, eh bien, elle relève de la valeur. Or, si je vais voir Lévinas, eh bien, Lévinas avance que, je cite, la présentation de l'être dans le visage n'a pas le statut d'une valeur. Alors, le visage que je vais garder, on va mettre de côté, que je vais élire, je dirais, procède-t-il d'un choix de valeur? Quelle valeur? Celle de notre vie sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la vie que je dois fréquenter, dans mon milieu professionnel, même s'ils ne sont pas mes amis, sont mes collègues. Et ils n'ont pas, bien sûr, pour moi, une égale importance. Je partage l'expression de Pierre de Lion, les hiérarchies subjectales, elles existent, heureusement. Non, il ne s'agit pas bêtement de les nier. Certaines sont pour moi, franchement, infréquentables.
Et on peut effectivement se demander pourquoi je les fuis, pourquoi je les évite, ou pourquoi je m'y attache. Et ici, nous passons du registre de la valeur, précisément, à l'analyse du destin. Mais bien entendu, l'analyse du destin ne se borne pas à la situation exclusive du test. Elle irradie toutes les pratiques de ceux qui rencontrent, et j'insiste sur ce terme de rencontrent véritablement des patients, en crise ou après la crise, en situation d'accueil prolongé ou seulement de passage. La réalité clinique rejoint la réalité éthique. Elle est accueil, rencontre et parole. Je ne veux pas développer plus loin le soin mis à aménager l'accueil et la rencontre dans la clinique, quelque chose que nous partageons tous, qui mérite, comme vous le savez, qu'on y travaille vraiment. Bon. Je veux seulement indiquer qu'il y a une affinité, je vois une affinité, entre le comment d'une apparition et ce que dit Jean Houry à plusieurs reprises, donc je recite le même texte qu'à l'instant, les symptômes primaires de la schizophrénie, édition 1, page 28. Houry dit qu'il faut être en résonance avec ce qui se présente. En résonance avec ce qui se présente. Et très tôt, Jean Houry avait repéré un texte de Marcel Jouandeau. Quand je dis très tôt, c'est les années 40-50, c'est un auteur qu'on ne lit plus, il mérite forcément d'ailleurs qu'on le lit. Mais bon, Jouandeau attribuait à la nuque, encore la nuque, ce fameux point de rassemblement de Jean Houry que j'évoquais tout à l'heure. Un point de rassemblement de quoi? Le point de rassemblement des directions du corps. Je cite Marcel Jouandeau à propos de la nuque, il parle d'un œil post-facial. Un œil post-facial, très étrange comme expression. Il ne s'agit pas d'aller chercher quelque chose derrière le visage. Pardon. Excusez-moi. Il ne s'agit pas d'aller chercher quelque chose derrière le visage. Il s'agit plutôt de tenter un rapprochement, je vais oser un rapprochement, entre voir et sentir. Et plus particulièrement, sentir au sens concret de l'odorat. Il s'agit plutôt, chez cette personne, il y a de la dispersion et cela se sent. On pense bien sûr à l'instant de voir de Lacan, à ce sentir qui est le Preikovsgefühl de Runke, et concernant précisément l'accueil d'autrui. Ce Houry dit, ce n'est pas une impression vague, c'est un index. Je vais passer maintenant à la question esthétique. Par rapport aux références que j'ai faites dans cette première partie, toutes des références à totalité infinie, là, je parlerai davantage de l'article de 48, donc la réalité et son nombre, où les réflexions de Lévinas sont dominées par la défiance à l'égard des images. Images, pour lui, contaminées par leur proximité avec les idoles. Il s'agit en fait d'un reproche plus général adressé à la représentation. Et ça, je ne vais pas laisser penser que Lévinas était un iconoclaste ou un religieux fanatique prêt à détruire les idoles, pas du tout. Mais il y a une défiance à l'égard de l'idolâtrie esthétique. Alors, Lévinas réduit la sensation à l'image. Quelle est la fonction de la sensation? Eh bien, que répond Lévinas? Il répond ceci: c'est l'emprise qu'exerce sur nous l'image. Premier reproche à l'image, son emprise. Et comment caractérise-t-il cette fonction d'emprise, Lévinas? Eh bien, il la caractérise par le rythme. Tenez, définir l'image par le rythme, ce serait entrer dans l'esthétique par la grande porte, comme le fait Maldinet. Maldinet, comme vous savez, pour qui le rythme, c'est ce qui engendre l'espace pictural, ce qui le travaille,
et nous fait communiquer avec lui, qui nous fait être en lui. Mais tout se passe comme si ce qui est positif pour Maldinet suscitait un mouvement de recul chez Lévinas. Je le cite, Lévinas, le rythme indique la façon dont l'ordre poétique nous affecte. Le sujet est saisi, le sujet est emporté, ou encore, citation de Lévinas, il fait partie de sa propre représentation. Et on voit bien que cet emportement est une menace de dislocation de soi. Distincte aussi bien du conscient que de l'inconscient, l'image exerce un pouvoir dont Lévinas nous dit qu'il entraîne un oubli de la réalité, qui se substitue à elle. La réalité et son ombre. La réalité sera toujours en excès sur son ombre. Et si Lévinas dit magnifiquement que l'art moderne laisse voir les nippes de la réalité, j'ai toujours été étonné par ce mot, les nippes de la réalité. C'est beau. Qu'est-ce qui reste de nos histoires? Il reste des nippes. Voilà. Eh bien, on devrait regretter l'usage exorbitant qui est fait du concept d'image si l'on suivait Lévinas. Le rythme en peinture, par exemple, n'engendre pas une image, il engendre une forme en formation. Vous voyez tout ce que Klee et Prinzhorn ont dit de la Gestaltung. L'image n'est pas non plus le schème, et le rythme ne disparaît pas derrière l'espace de la représentation. Lévinas reproche à l'art de substituer l'image à l'être, mais il ne voit pas que l'art déborde largement l'image. Lévinas manque, à mon avis, la réalité de l'art de manière aussi grandiose que Hegel a manqué le sentir. Maldinet avait très tôt fait une analyse du premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit de Hegel sur la certitude sensible. Maldinet a montré de manière, à mon avis, profonde que Hegel manquait ce moment. On appelle le faux départ de la dialectique hegelienne. Eh bien, il se pourrait aussi que Lévinas manque la réalité de l'art. Pourtant, dans l'article 48, la réalité et son nom, il y a de nombreuses suggestions, comme par exemple la suggestion qui recommande de partir de la phénoménologie du tableau pour comprendre l'image et non l'inverse. Mais une dimension essentielle est également pointée, mais en même temps manquée, lorsque Lévinas affirme, je cite, que toute image est en fin de compte plastique et que toute œuvre d'art est en fin de compte statue. Alors là, on passe de l'image à la statue. L'exister de la statue est un semblant de l'exister de l'être. C'est en gros ce que dit Lévinas. Et à l'appui de son dire, il évoque le semblant des rythmes qu'on voit par exemple dans la statue de Laocoon et ses fils. Et Laocoon, celui qui avait tiré une flèche sur le cheval de Troie, il était à Troie, il dit ça doit être un coup des Grecs, ça a tiré une flèche, pour déjouer la ruse. Et bien entendu, les dieux l'attendaient au tournant, et lui et ses deux fils se sont enveloppés, enroulés dans des serpents, et la statue lénistique présente magnifique. C'est toujours embêtant de parler d'une image sans l'avoir sous les yeux. Si vous en avez un souvenir, ouais, bon. Alors, il oppose, Lévinas oppose à la statue quelque chose, au rythme de la statue, quelque chose qu'il appelle un instant immobile. Je cite. À l'intérieur de la vie, ou plutôt de la mort de la statue, l'instant dure infiniment. Éternellement, Laocoon sera pris dans l'étreinte des serpents. Éternellement, la Joconde sourira. C'est vrai, continue à sourire.
Il s'agit pour Lévinas d'un instant non articulé à l'avenir, non penché, non tendu vers l'instant qui suit, comme la phénoménologie du temps le dit. En ce sens, un instant non présent, privé de son évanescence. Mais le présent ne fait pas que passer. La perte par le présent de son ouverture à l'avenir signe son impuissance. L'instant de la statue, ou le flottement intemporel du sourire de la Joconde, sont rapportés par Lévinas à la dimension pratique du présent. Pourtant, il est un autre biais, un autre chemin qui va de la statue au visage sans nier l'esthétique, le problème de l'esthétique. Et là, Maldinet, dans un exposé qui se trouve dans Pensée, l'homme et la folie, c'est pas l'exposé lui-même, mais la discussion qui suit cet exposé, et on pose des questions précisément sur le visage et sur le regard. Et Maldinet dit du regard qu'il n'est pas un attribut du visage. Le regard n'est pas un attribut du visage, mais, dit Maldinet, le visage est l'air, A-I-R-E, l'air du regard. Dans la statuaire, le regard n'émane pas des yeux. Il émane aussi bien des joues, du front, de toute la face. Et juste avant de développer sur ce point son accord avec Lévinas sur l'altérité et le visage, Maldinet salue, je cite, cette expression de présence qui ouvre dans la pierre le là d'un existant. Le là, L-A, accent. Da. Et qui, je cite, appelle la forme d'une présence que peut être, entre autres et évidemment, un visage. La citation. Mais, avant cet accord revendiqué avec Lévinas, je propose de repartir de la statuaire. Une sculpture n'est pas un conglomérat de pierres, du moins tant qu'on n'est pas dans l'art contemporain de l'installation, quand on est dans la statuaire classique et moderne. Ce n'est pas un agrégat fortuit dont seule une étiquette performative nous dirait « ça, c'est de l'art ». Vous voyez que c'est un tas de cailloux, mais moi je vous dis que c'est de l'art. Mais en présence d'une sculpture, telle que les civilisations anciennes ou modernes nous les donnent à voir, nous sommes contraints à la façon dont la statue nous impose sa frontalité. Alors qu'un tas de pierre, on peut toujours en faire le tour et multiplier les perspectives qu'on prend sur lui. Cette frontalité se donne à partir d'un arrière-plan qui n'existe pas, sauf à être le contemporain de l'ensemble des formes. En présence d'une statue vue à partir de la place que j'occupe, devant ou derrière, celle-ci puis une autre, si je me déplace, il y a toujours une expression. Et celle-ci est expressive pour toutes les places à partir desquelles je l'observe. Il y a une unité d'expression qu'on peut appeler figurale, en tout cas, c'est le mot qu'emploie Maldinet. Or, pour Maldinet, c'est précisément ce que fait le visage. Autrement dit, Maldinet applique au regard ce que Lévinas dit du visage. Le visage nous enveloppe, nous surplombe, il est expression, manifestation, tout ça, j'en ai parlé abondamment. Mais ici, Maldinet épouse et récapitule tout ce que nous aimons chez Lévinas. Il ajoute, pourtant, une dimension proprement esthétique qui, loin de contredire le primat lévinassien du visage, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, il le prolonge vers la concrétude du sensible. Le visage d'autrui n'est pas déterminé à partir des limites, contours, mais à partir du rayonnement du regard. Et à l'appui de son dire, Maldinet convoque les impressionnants visages des têtes des Cyclades, qu'on peut voir un peu partout, on voit en Crète notamment, si anciennes et si modernes par leur forme. Là aussi, je parle d'image sans les montrer. Ce sont des visages aux contours triangulaires,
où les yeux sont de fente. On voit, dit Maldinet, d'abord le regard, parce qu'il est l'accueil de la lumière en même temps qu'il est un regard dirigé sur quelque chose. Autrement dit, le visage n'est pas l'écrin de ce regard, il est son aire de projection. Ce que manquent la plupart des portraits plus ou moins officiels des grands de ce monde depuis l'âge classique, pris dans des jeux de société où l'on s'amuse des ressemblances. Là, on n'est plus dans Mais reprenant à l'évidence le terme et la notion d'épiphanie, Maldinet l'incarne dans l'expression de visage éclairant, où visage et regard sont indissociables. Nous ne regardons pas seulement avec les yeux, dit-il, Maldinet, mais, je cite, en tendant la face, en l'offrant pour une rencontre. De même, nous ne saisissons pas le regard d'autrui issu de ses yeux seul, mais comme émanant de tout son visage. Ici, la notion de rencontre, notion ancienne, étudiée des stoïciens, mais enrichie, développée par Maldinet, eh bien, la notion de rencontre est associée à la surprise, à l'événement, et en même temps à l'avènement à soi de l'altérité d'autrui. L'autre apparaît en personne. Maldinet écrit « L'autre apparaît en personne », qui pour moi est la définition même de l'épiphanie. Mais il apparaît dans l'espace de notre présence ouverte. Vous connaissez évidemment l'importance de cette notion pour la vie. Je souligne donc ce mot, ouverture, ouvert, qui prend dans la philosophie de Maldinet le relais du projet par lequel, etc., depuis Heidegger, on pense l'être là. Mais être là dans l'ouvert, c'est bien plus que d'être au-delà de soi, d'être en précession de soi dans le projet. Pourquoi? Parce que nous ménageons l'ouvert, c'est parce que nous ménageons l'ouvert, que nous pouvons accueillir autrui. Il y a un autre argument qui vient à l'appui de cet accueil du visage d'autrui. C'est l'expérience banale que nous faisons tous les matins, ou tous les soirs, de l'apparition de notre propre visage dans le miroir. Alors, je ne vais pas faire de rapprochement maintenant avec le stade du miroir, de longtemps, etc. Je ne parlerai pas non plus, parce que je ne sais pas du tout de ma compétence, les dysmorphophobies de l'adulte psychotique, on va en parler. On peut parler de la jubilation chez l'enfant dans les bras de sa mère. Vous voyez le texte de Lacan. Mais il y a en quelque sorte dans le visage, reflété dans le miroir, une sorte de zone grise ordinaire qui suscite le malaise. Ce n'est pas non plus l'attitude qui consiste à faire attention à sa propre image dans le miroir. C'est très tiré, à la fois narcissique et soin esthétique. Ceci dit, sans jugement de valeur. Celui qui voit son image dans le miroir s'y aperçoit en face, à distance, comme un objet. Tout y est actualisé. Mon visage m'apparaît comme une totalité close sur elle-même. Elle est cela et rien d'autre. C'est le sens même du destin. Cela et rien d'autre. Son insistance est insoutenable. Rappelons-nous là-dessus les pages de Sartre où on fait l'expérience de ce qu'il appelle l'anthro, notamment dans la nausée, tout en facticité, impropre, inauthentique. Bon. Sauf si je surprends alors mon propre regard dans le miroir. Je me regarde regardant. Mais alors à ce moment-là, mon visage me déborde et m'enveloppe. Il résiste à ma tentative pour le circonscrire, l'identifier, contenir l'expression que je pourrais tenter d'y saisir, car précisément, il me transcende. Et c'est cette
transcendance-là que Maldinet appelle autophanie. Non pas pour l'opposer à l'épiphanie de Lévinas, mais pour, au contraire, l'approfondir. L'autophanie que je suis pour moi-même rejoint sans s'y substituer l'épiphanie du visage d'autrui. Alors, on aurait trop de croire, je pense, que l'esthétique serait inconciliable avec l'éthique. Si on allait trop loin dans cette direction, il n'y aurait plus d'art. Mais, même si une vision esthétique du monde est à mes yeux aussi périlleuse et nocive qu'une vision exclusivement politique du monde, avec toutes les conjugaisons qu'on a connues, et je pense par exemple le travail de Walter Benjamin, précisément, renvoie sans arrêt de l'esthétique politique, travail que Maldinet ne cite jamais, qui est un travail aussi important, à mes yeux, en tout cas, que celui de Maldinet lui-même. Bon, ce qui a été dit de la rencontre de Louvert, la rencontre dans Louvert, je devrais dire, chez Maldinet, rejoint l'accueil et l'hospitalité autrui. Il ne s'agit pas, à mon avis, d'une simple convergence ou d'un souci commun, ou encore d'une identité de culture phénoménologique. Ils sont de même âge, de même génération, ils ont étudié les mêmes textes. Ce qui est commun, à mon avis, à cette branche de la phénoménologie, c'est la déformalisation de la représentation, le refus de la thématisation, la méfiance à l'égard des images toutes faites. Bon, j'ai commencé par rappeler que présence et représentation tiraient leur sens de leur rapport au présent. Toujours, dans la représentation, vous avez représenté, et dans présentation, vous avez présence. Un article de Maldinet, un chapitre de Maldinet qui commence par rapprocher présence de présent, rapporter le présent à la présence. Eh bien, être présent à autrui, dans le cas de Lévinas, c'est ce qu'il appelle un existential qui se détache des deux autres existentiaux que sont être soi-même et être auprès des choses. Cet existential, être avec autrui, être présent à autrui, réunit le moi et le présent. Pas le temps du verbe, mais la disponibilité locale, la réponse primitive, celle qui devance l'appel, le fameux « me voici » d'Abraham, à la voix qui l'interprète. Dans la rencontre, fût-ce celle d'une voix qui l'interprète, il y a une épreuve éthique. Maldinet le disait de son côté. Il disait que la rencontre ne se produit pas, je cite, à l'interface de deux êtres sans visage. Fin de citation. Il y a une proximité consciente et amicale de Lévinas et de Maldinet qui n'autorise pas pour autant à lire à bas l'un sur l'autre. Je pense qu'ils n'éclairent pas les mêmes phénomènes. La rencontre de Louvert n'est pas immédiatement éthique, mais la rencontre est une mise à l'épreuve. Deux visages en vis-à-vis s'éprouvent eux-mêmes en un double sens. Ils mettent l'autre à l'épreuve en s'y mettant soi-même. Mais si Maldinet insiste sur le visage comme figure de proue de la personne, toujours le à dessein de soi, le en face, la position propre de Lévinas semble échapper par moments à Maldinet. À savoir que Maldinet n'insiste pas, c'est pas un reproche, il n'insiste pas sur nudité, vulnérabilité, il n'y voit pas non plus, il ne le désavoue pas, mais il n'y voit pas, premièrement, la signification immédiate de l'interdit du monde. Il ne suffit pas de se rencontrer dans l'ouvert, c'est mon avis. Il faut dire en outre que l'on s'y rencontre à visage ouvert. Et là, je voudrais dire quelques mots sur la dimension esthétique, évidemment, celle du travail de Arnaud Calos sur le test du nombre. L'accueil de l'apparaître, on en fait l'épreuve avec toute éducation du regard, donnée à l'école, histoire de l'art, psychologie et sciences humaines. Vous voyez par exemple, on
tiré de ce côté le fameux instant de voir de Lacan, le prêtre comme je peux en rajouter. En ce sens, l'intuition, c'est le voir premier. Ça, c'est une définition de l'intuition chez Descartes, c'est voir. Madinet a écrit ceci à propos de la marquise de la Solana, dans la reproduction et dans Art et Existence, je peux passer. Il s'agit d'un tableau de Goya qui se trouve au Louvre, qui représente, souvent d'ailleurs le tableau est un peu décalé des autres, on tombe dessus quand on rentre dans la salle, on ne peut pas éviter de le voir. Donc, je ne suis pas allé, mais bon. Elle exemplifie même le fameux Durchstehen de Heidegger. Elle est debout à travers l'espace. Il y a un autre artiste qui a travaillé sur le Durchstehen, c'est Giacometti, justement. Le musée du Lame de Vinaudas, que la semaine prochaine ouvre une exposition rétrospective de 150 œuvres de Giacometti. On n'a pas encore vu, mais ça doit être bien. Voilà. Super. Alors, comment? Super. Ben voilà. Super. Alors, je cite Madinet. Le premier contact, hein? On vous attend. On vous invite. Oui. Vous attend. On va se voir là-bas. Ah ouais. Alors, C'est dit, hein. Oui, oui, oui. Ça, Ah, ça, mais je vaut sais pas, plus c'est pas que, dit. ça vaut plus que écrit, hein. ça. C'est dit, hein, Coco. Non, je m'engage. D'accord. D'accord. Tu lui loges. Absolument. Ah oui, on peut vous loger. Il y a de quoi. Alors, je cite Madinet, le premier contact avec la marquise de la Solana est, au sens propre, un saisissement. Avant de viser quoi que ce soit en elle, le regard est capté par son ouverture et suspendu à son déploiement. Il y a quelques pages dans Art et Existence qui sont magnifiques sur cette scène. Un tel saisissement est lié à la stature, la tenue, sta, racine indo-européenne, sta, être debout, la tenue de cette femme, avec tous les sens du mot tenue en français d'ailleurs, tenue de la marquise. Son port de tête, solidaire du jeu des couleurs et des blancs, sur lequel Madinet écrit des choses qui nous... Eh bien, cette tenue, c'est l'épiphanie même de son regard. À plusieurs reprises, Madinet dit ceci: nous sommes en face de l'être-œuvre de la marquise de la Solana. L'art de Goya consiste à préparer cette rencontre et non pas à représenter une figure sociale. Une figure sociale qui serait enveloppée d'un flux coloré où les blancs auraient été savamment disposés pour renforcer cette sensation aérienne de non-pesanteur. Parce que quand on voit la marquise, on a l'impression qu'elle ne touche pas terre. Alors, elle est à la fois debout à travers l'espace, et en même temps on a l'impression qu'elle lévite. C'est assez rigolo. Voilà. Alors, le moment, ce que Lévinas appelle le moment apparitionnel de l'œuvre, ne doit pas être manqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de s'attacher au quoi de son apparence. Il ne faut pas substituer le quoi de l'apparence au comment de l'apparition. Et à cette occasion, Madinet distingue, et il distingue bien, une analyse objectivante du type de celle qu'on apprend à l'école, qui n'est pas, comment dire, à négliger. Une analyse objectivante qui ferait appel à des grilles apprises, à des concepts tout près. Et d'un autre côté, il y a une dimension esthétique, puisque vous savez que Madinet distingue tout le temps l'esthétique artistique et l'esthétique sensible, en condition de rappeler que esthétique vient de aesthésie, qui veut dire sentir. Et là, je passe au travail d'Arnaud Calos. Voilà. Ce sont des petites statuettes
Je ne les ai pas vus en vrai, je l'ai vu c'est une dizaine de centimètres, c'est ça? Oui, Je tiens dans la main. oui, Hein? il y en a qui sont un petit peu plus grands Oui. que d'autres, mais souvent, oui. Alors, ce sont des petites statuettes en terre. Et Arnaud Calos, dans l'article, dit qu'il faisait ça depuis tout petit, il fait ça. Et des argiles cuites dans des feux de bois. Et donc, lui, il a donc voulu donner en 3 dimensions et en terre, matériel, ce qui est donné à voir dans les photos du test. Et j'ai noté dans l'entretien que il ne dit pas « je veux leur donner un corps », je ne veux pas leur donner leur corps, il dit « je veux leur donner du corps ». Alors, on peut se poser la première question, naïve, c'est s'agit-il d'être fidèle aux photos? Le projet d'Arnaud Calos, c'est lui-même qui le dit, est de réinterpréter l'interprétation même de son livre. C'est ce qu'il dit. Et pour ça, il dispose d'éléments précis pour nous apprendre que ces photos d'archives psychiatriques ou criminelles ont été, pour certaines, confirmées ou pas, retouchées à la mine de plomb. C'est ce qu'il dit. Je ne sais pas si c'est vrai, si vous pouvez confirmer ou infirmer, enfin il dit ça. Certaines ont été retouchées à la mine de plomb, avec parfois des effets de contre-plongée, donnant un aspect un peu effrayant à des visages, notamment, dit-il, à des visages de sadiques. Et il dit que 5 photos sur les 6 qu'il a représentées étaient retouchées. Alors, si on ajoute les retouches personnelles de Calos lui-même, à savoir les oreilles, etc., eh bien, on est en présence d'un travail plastique qui se veut une écriture plastique sur une écriture visuelle. L'écriture de Calos est une réinterprétation manuelle qu'il décrit lui-même comme une rencontre. C'est son passif et souffrant. Le modelage se présente donc comme une sympathie. Il ne s'agit pas de s'installer en pensée dans la tête de l'autre, aujourd'hui on appelle l'empathie, mais il s'agit d'atteindre un état de passivité, au sens phénoménologique de ce terme, qui n'est pas un sens moral, un état de passivité latente, tout en modelant activement les traits. Alors il y aurait en quelque sorte une double reconnaissance. Enfin, j'y vois une double reconnaissance. D'une part, une reconnaissance des visages, mais en même temps, la terre, c'est de la terre qu'on modèle, Oui. qui, répondant aux mains de l'artiste, incarne cette reconnaissance des visages par le travail de Calos lui-même. Et il attend que ces visages s'animent. Il parle même de sensation de terre vivante. Sensation de terre vivante. Alors, il y aurait un colloque singulier avec chaque tête qui mène l'artiste bien au-delà de la sympathie, de l'antipathie. L'artiste est nous avec. L'artiste n'est évidemment pas dans la situation de la personne testée, en principe, mais progressivement, dans l'exposé qu'il en donne, dont il m'est permis de penser qu'il reflète fidèlement les étapes du travail, eh bien, il dit, Calos dit, l'objet du modelage, ce n'est pas le visage, c'est la pulsion elle-même. Il ne veut pas modeler les visages de l'on dit, il veut modeler les pulsions qui sont à l'œuvre dans les visages de l'on dit. Celles que chacun de ces visages exemplifie. Donc, pour lui, il ne s'agit pas de choisir ou de rejeter, il s'agit d'approfondir une communication avec chaque tête de terre modelée. Et du moins comme ça que j'interprète son dire. En donnant à chacune de ces têtes de pierre, une distinctivité et une singularité que les photos, du coup, paraissent, rétrospectivement, ne pas rendre aussi bien. Alors, deux visages peuvent avoir une expression différente et incarner pourtant la même pulsion.
Ça, c'est ce que soutient Arnaud Calos. L'exemple qu'il donne est celui de deux personnages, un homme et une femme par exemple, chez qui les mains de l'artiste partent à la recherche de ce qu'il appelle les points de tension. Ces points de tension sont ressentis, dit Arnaud Calos, physiquement. Je cite, « Il s'agissait de rendre les pulsions vivantes et non pas de sculpter la vie. » Et là, il cite le peintre Bonnard. Il dit que cette façon de raisonner vient de Bonnard. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va plus loin qu'une recherche esthétique? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à un niveau de sens que le peintre n'atteint pas? Le projet de Calos n'est pas celui de Bonnard, de Renoir. Il y a une expression de Jean Renoir qui a été rapportée par son fils, mais je suis bien incapable, c'est un souvenir d'école, je suis bien incapable de vous donner les références, mais Renoir disait à propos d'un portrait qu'il était en train de faire, il disait « il va bien finir par avouer ». Voilà. Bon. Alors, on a le sentiment que Calos cherche la même chose que Zondy, mais avec ses moyens propres, évidemment. De la photographie à la sculpture, il n'y aurait qu'un changement de plan ou une réalité, on dit aujourd'hui augmentée, du visible au tactile. Mais il y a aussi les épreuves, au sens psychique du terme. En l'occurrence, l'épreuve du feu et l'épreuve du séchage. Et là, il emprunte le lexique zondien. Il parle de paroxysme de la chaleur. Ça, oui, ça. Il emprunte ça. Ça le fascinait, ça. Oui, l'impression. Oui. Ouais. Et d'autant plus que lui, il le fait depuis très longtemps, depuis qu'il est tout petit. Oui. Le feu agit, en quelque sorte, comme un révélateur de la pulsion. Alors, question que je me pose, comment ces figurines de patients photographiées ressortent-elles de l'épreuve? Pour les dépressifs, dit Calos, rien ne semble les avoir affectés, au sein du brasier où on les avait plongés. Mais cette façon de ne pas être affecté est une manière de se distinguer, une manière de distinguer la dépression, justement. Car si elle est inaltérée, cette statue, en comparaison des autres pathologies, sont, dit Calos, marquées par la chaleur, comme on peut l'être par les épreuves de la vie. Et il précise qu'il a essayé de se tenir loin de tout maniérisme, qui est une catégorie à la fois clinique et esthétique, comme vous savez. Il n'était pas, Calos, à mon avis, animé par un idéal d'exactitude, mais de justesse et de fidélité. Bref. Cette réécriture du zombie, non? Non, mais je ne sais pas ce que tu veux dire avec justesse et fidélité. C'est pas moi qui l'ai dit, Ah. c'est lui. C'est lui qui l'a dit. C'est moi. Exactitude, c'est moi qui l'ai dit. Ouais, Je distingue exactitude de ce qu'il dit lui. Oui. Justesse et fidélité, Je comprenais justesse pas. et fidélité à ce qu'il voit, On c'est-à-dire n'est pas dans un photo du naturalisme. zombie. Voilà. Et cette réécriture du zombie mobilise donc les catégories mêmes de Zondy et de Scott, en atteste évidemment un projet, c'est une expression de Calos lui-même, parle de passivité créatrice. Je ne sais pas ce qu'il en a fait par la suite, mais je trouve cette expression géniale. Ce n'est pas une méthodologie, c'est une disposition proprement phénoménologique qui consiste à laisser être, à laisser se déployer. Il dit même, je ne sais pas si vous connaissez Husserl, mais en tout cas il dit, laissons venir les choses. Rendons à ces photographies données dans l'emphase une présence concrète dans toutes ces dimensions, telles que chaque statuette, donc une dizaine de centimètres, tient dans la main, bref, Arnaud Calos aurait ainsi satisfait esthétiquement un souci phénoménologique que les philosophes depuis très longtemps appellent sauver les phénomènes. Ça lui plaît. Voilà. Ça lui fait du bien si tu lui en Mais, je terminerai là-dessus, que dit cette réinterprétation par les statuettes
de la réalité de nos visages, puisque ma question initiale, je ne sais même pas du tout si j'y ai répondu, mais c'était est-ce que les photos sont réellement des visages? Eh bien, je dirais que elles passent par l'épreuve même de la réalité des pulsions. Mais elles ne se substituent pas à la situation de devoir manifester l'élection ou le rejet de ces visages. L'artiste a, sur nous, les non-artistes, le privilège, et peut-être aussi un peu l'illusion, d'avoir un accès plus sensible aux pulsions. Mais là, il ne s'agit plus seulement du visage. L'épiphanie est réduite. Interprétation personnelle de l'artiste, certes, prolongement créatif sûrement, qui donne du corps au visage, sans rien dire sur la dimension éthique du visage. Je ne dis pas que ça n'intéresse pas, je n'en parle pas. Par contre, je terminerai, oui, dans un entretien fait avec le cinéaste Luc Dardenne, dans le numéro de Fury, numéro spécial de la revue Philosophie Magazine consacré à Lévinas, un bon numéro qui est bien fait, eh bien vous avez le premier article, c'est un entretien avec Luc Dardenne qui nous apprend, on le savait déjà, mais il a étudié avec Lévinas, il a été l'étudiant de Lévinas, il l'a lu, il est allé le voir, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail plastique, cette fois-ci du cinéma, et que, bien entendu, ce qui nous intrigue, c'est quel usage les frères Dardenne font du visage. Donc, vous connaissez sans doute le travail des frères Dardenne, c'est toujours plongé dans la réalité sociale. Lévinas parlait de socialité ou d'économie, au sens des sciences économiques, manger, survivre, trouver du travail, etc. Et là, je pense, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est pas forcément leur meilleur, je pense à Rosetta, qui est une jeune fille à la dérive, qui vit avec sa mère alcoolique dans une caravane, un terrain vague épouvantable, qui veut s'en sortir, qui dit à un moment « je veux être normal », et qui, pour être normal, va dénoncer une indélicatesse de son ami, le seul qu'elle est. Donc, elle avait qu'un ami, et elle le trahit. Voilà. Alors, quels sont... Alors, les visages de Rosetta, c'est évidemment les différentes expressions du visage de l'actrice. J'ai oublié le nom, mais bon, peu importe. Le visage de Rosetta, il se ferme ou il s'ouvre. La plupart du temps, dans le film, c'est un visage fermé. Mais du visage, de Rosetta ou toute autre actrice, on peut dire qu'il s'ouvre ou qu'il se ferme, comme une systole et une diastole de la trame du film lui-même. Mais le visage de Rosetta est ici le point de rassemblement, à mon avis, de ses rapports aux autres, sa mère, son ami, etc., qui sont toutes des personnes aussi vulnérables qu'elle. On va sans doute prolonger l'analyse, mais je ne veux pas s'embêter plus longtemps. Alors, avec ces deux prolongements, je conclus. Le premier, Arnaud Calos, travaillait à partir du Zondi. L'autre, les frères Dardenne, enfin Luc Dardenne, à partir de Lévinas. Eh bien, on voit mieux que qu'est-ce qui dynamise un visage. Ce qui dynamise un visage, c'est son incarnation à la fois pulsionnelle et sensible. Un visage n'est jamais une effigie, comme ont pu l'être des portraits officiels dans les périodes sombres, portraits de Mao, de Staline. Ce pas les visages. Un visage est toujours travaillé de l'intérieur. Et ce que nous en retirons, même fugitivement, est une allusion à tous les contextes dans lesquels ces visages peuvent apparaître. Un visage va bien au-delà du visible, et les photos du Thèse de Zondi n'y feront pas exception. Merci. Alors je suis désolé, on aurait mieux, ça aurait été mieux si on avait pu projeter ces photos. C'est bien. Tu sais, quand Oui. il en a cassé souvent, hein. Ah bon? Oui, il travaillait, et il les avait mis dans le four,
Et c'était, je m'excuse, mais ça restait, ça gardait la couleur un peu marron. Oui, ben on le voit ici. Ouais. Ouais. Et alors, il n'était pas content, il n'était pas content. Ah oui. Et donc, il travaillait avec le feu. Oui. Donc, il augmentait, il descendait la température du four pour avoir cette sorte de Ah oui. gris, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, cette couleur plus foncée, etc. Donc, il en a cassé pour refaire parce qu'il n'y arrivait pas. Il voulait vraiment la dimension paroxystique. C'était ça qui lui avait énormément frappé aussi. Mais t'en as pas beaucoup, t'en avais pas acheté. Une, Une, ouais. et pas une de Zondi. Comment ça? Mais il y en avait d'autres. Il y en avait Dans trois. l'expo, Il y en a- à la cette expo, rotonde. oui, il y a cette expo où tu as parlé, Oui. et Claude Van Reet aussi. Ah, je croyais que c'était Il y avait des... trois autres têtes. Ah, il y en avait trois. Et entre autres, celle que j'ai choisie, c'est celle d'un général russe communiste, photo prise très peu avant qu'il ait été mis à mort par les ordres de Staline. Et il y avait encore deux autres Je me dont rappelle pas. je ne sais pas trop. Ah ouais, je me rappelle